Mais d'abord, 3 mots résument l'histoire de l'humanité: civilisation, colonisation et extermination. Ces mots sont ceux de Raoul Peck, le cinéaste nominé aux Oscars en 2017 pour son documentaire sur la question raciale « I'm not your Negro », je ne suis pas votre nègre. Il revient avec un documentaire de 4 fois 1 heure qui bouleverse notre vision de l'histoire. Il est l'invité exceptionnel du 18-20 ce soir et vous le retrouvez aussi dans les pages de notre partenaire Le 1 Hebdo, qui se consacre donc à cette question: que faire de notre passé colonial? Bonsoir Raoul Peck et merci beaucoup d'être sur le plateau du 18-20. Et bonsoir à vous, Laurent Greilshammer. Vous êtes le cofondateur du 1 et vous m'accompagnez ce soir pour évoquer ce vaste sujet. Première question, pourquoi le choix de cette une s'est imposé à vous? Eh bien, nous avons voulu comprendre pourquoi ce passé ne passe pas. Avec la défaite militaire de Dien Bien Phu, notre adieu à l'Indochine remonte maintenant à près de 70 ans et cela fera 60 ans, au mois de mars, que les accords d'Évian ont scellé notre départ du sol algérien. Cela semble loin et pourtant ce passé est très présent. Bien sûr, il y a ceux qui ne veulent rien savoir, qui détournent le regard. Il y a ceux de l'autre côté qui reconnaissent le poids de l'esclavagisme, du colonialisme dans notre histoire. Et puis tous ceux dont les ancêtres ont souffert dans leur chair de ces grands fléaux. Cela d'ailleurs pourrait répéter après le chanteur Stromae « Bâtard tu es, tu l'étais et tu le restes ». En ouvrant le 1, l'idée est bien, avec des faits, des archives, en puisant dans les archives, de faire bouger les lignes, pourquoi pas. Et on retrouve également avec nous l'un de nos observateurs citoyens qui s'intéresse à ce sujet. Je l'accueille, Mehdi Elmir. Vous êtes étudiant à Sciences Po à Lille. Vous avez 24 ans. Bonsoir Mehdi, je vous salue. On vous donnera la parole dans un instant. D'abord, je le disais, Raoul Peck, dont vous signez ce documentaire en 4 épisodes visibles sur Arte à partir du 1er février, intitulé « Exterminer toutes ces brutes », dans lequel vous proposez de revisiter complètement, de renverser notre vision de l'histoire et notre lecture de 700 ans de colonisation blanche. Est-ce que vous avez voulu mener un véritable travail d'historien? Je pense que ce film, c'est dans la continuité de tous mes films, qui a été de toujours essayer de déconstruire d'abord le monde dans lequel je me trouve et dans lequel je ne vois pas mon image et ceux des miens. Et donc de remonter à la trace de tout ça, à la trace de ce qu'on appelle aujourd'hui white supremacy, la suprématie blanche, qui se retrouve pas seulement en France, mais partout en Europe, aux États-Unis en particulier. Et donc comment aller à l'origine même de ces histoires, comment elles s'accumulent, quels sont les récits qui sont supprimés, quels sont les récits qui sont passés sous silence. Et c'est la base de ce travail, bien sûr, que je ne fais pas tout seul, mais à l'aide de ces 3 grands livres que nous aurons peut-être... 3 historiens trois historiens, anthropologues, sociologues, Sven Lindqvist, Roxane Dunbar-Ortiz, qui est une Américaine, et aussi Michel Rolf-Trouillot, un chercheur d'origine haïtienne qui travaille dans les universités américaines. Vous disiez que vous ne reconnaissiez pas votre image et je voudrais qu'on regarde un extrait qui, moi, m'a interpellée. C'est vous vous mettez en scène dans ce film. Vous avez grandi à Port-au-Prince et ensuite au Congo et aux États-Unis. Et vous étiez un petit enfant noir aux États-Unis d'Amérique et pourtant, vous vous déguisiez quand même en cow-boy. On va regarder l'extrait. L'histoire de l'Amérique s'inscrit dans un monde où rares sont les petits garçons qui rêvent d'être un Indien. En 1492, l'Europe telle que nous la connaissons n'existait pas, ni le concept de prédominance blanche, dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. Votre credo dans ce film, Raoul Peck, c'est d'établir les faits. Qu'est-ce que vous avez découvert, par exemple, dans la lecture de ces travaux d'anthropologues, d'historiens, ou qu'est-ce que vous avez vu sous un nouveau regard en fabriquant ce documentaire? Alors, ce voyage de découverte, c'est moins pour moi, puisque j'ai la chance, étant né en Haïti, qu'à l'école, on apprend déjà, par exemple, que l'île était peuplée d'indigènes, d'Indiens, d'Amérindiens, avant nous. Nous connaissons le nom de tous les royaumes, de la reine Anacaona, par exemple, des tribus Arawaks, des tribus Taïnos. Nous savons aussi, dans l'histoire haïtienne, que nous avons été colonisés
par la France, par l'Espagne, par les Anglais. Nous savons que nous avons dû résister aux armées de Napoléon. Donc tout ça, ce sont des choses que j'ai toujours su toute ma vie. Par contre, quand j'arrive en France, quand j'arrive ailleurs, je me rends compte qu'on raconte toute une autre histoire, et en tout cas la mienne, alors qu'elle est éminemment au centre de cette grande histoire européenne, et elle n'est pas racontée. Oui. Qu'un nom comme Toussaint Louverture, par exemple, est inconnu des Français, alors qu'il a participé à l'histoire de France. Oui, et comme nous le disons dans le film, il y a eu 3 grandes révolutions au XIXe siècle. C'est la Révolution américaine, la Révolution française et la Révolution haïtienne. Ce sont 3 grandes révolutions qui ont marqué le monde. Et c'est grâce à la Révolution haïtienne que les États-Unis deviennent les États-Unis, puisque Napoléon, suite à sa défaite en Haïti, est obligé de vendre les possessions françaises en Amérique. Alors justement, on a un crash test, si j'ose dire, avec notre observateur Mehdi Elmir, qui est en plein apprentissage de l'histoire. Justement, vous, Mehdi, qui êtes étudiant à Sciences Po à Lille, est-ce que vous connaissez Toussaint Louverture et comment vous est raconté dans les cours d'histoire cette période et ces 3 révolutions dont vient de parler Raoul Peck? Eh bien, écoutez, pour répondre à votre question, je connais Toussaint Louverture depuis maintenant 1 an. Et je trouve ça quand même assez dingue qu'il ait fallu attendre autant de temps. Et c'est vrai que quand je fais la comparaison entre l'enseignement de l'histoire-géographie que j'ai pu avoir au collège ou au lycée, donc avec le programme de l'éducation nationale, et ce que j'apprends aujourd'hui à l'université avec des enseignants-chercheurs, je me rends compte qu'il y a vraiment 2 visions différentes de l'histoire de France. En fait, quand vous arrivez avec le programme de l'éducation nationale, j'ai l'impression que quand vous faites la comparaison, vous êtes aujourd'hui avec une histoire dans laquelle les peuples qui ont subi la colonisation ont été simplement des figurants en fait de l'histoire et non pas des acteurs qui ont pris leur part à l'histoire du monde, à l'histoire de la France, à l'histoire de l'Europe. Et quand vous arrivez, et comme je vous dis, j'ai la chance d'être dans le supérieur et de voir ça maintenant, dans nos études supérieures avec nos enseignants-chercheurs, on voit bien évidemment que on a des révoltes de la part de ces peuples. Ils ont vraiment pris part entière à l'histoire de France et qu'ils ont joué un rôle prédominant dans l'histoire de l'Europe. Alors justement, on va regarder l'un des extraits de ce documentaire dans lequel vous faites des démonstrations qui semblent implacables, notamment sur le fait que tout est parti d'Europe et que les États-Unis d'Amérique ont été, comme d'autres, une colonie de peuplement. On regarde ce 2e extrait. Dès le début, les pères fondateurs avaient bien l'intention d'étendre le pays d'un océan à l'autre. L'offre de terre gratuite fut l'aimant qui attira les colons européens. Ce genre particulier de colonialisme s'appelle colonialisme de peuplement. Et en tant que système, il exige de la violence. Il exige l'élimination des habitants d'origine et leur remplacement par des colons européens. Oui, Raoul Peck, pourquoi vous faites finalement remonter le racisme d'une certaine manière au temps des croisades ou, comme on le voit dans ces images, au temps des grandes conquêtes européennes dans les Amériques? Pourquoi remonter si loin et est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Alors, c'est le résultat du travail de gens comme Roxane, comme Sven Lindqvist, qui justement ont essayé de dater ce moment. Et nous avons la religion chrétienne et l'État et les États de l'époque qui partent à la reconquête des routes commerciales détenues par les Arabes et les musulmans. C'est la même période où on chasse les Juifs également. Et très vite, nous avons rentré dans une ère où l'idéologie de la pureté du sang est développée. Donc, c'est la première fois que des éléments biologiques sont utilisés pour hiérarchiser des gens dans une société. Donc, il fallait prouver qu'on était dans la bonne lignée. Et donc, le reste du monde, à ce moment-là, était ce qu'on appelait le monde sauvage. Donc, on commence déjà une hiérarchisation qui est étatique et qui est reconnue également par la religion dominante, qui est l'Église catholique. Auparavant, un esclave pouvait être un blanc, et à partir des croisades, un esclave est forcément quelqu'un de couleur. Absolument. C'est-à-dire, les peuples se battaient, se combattaient. On pouvait envahir un pays pendant 100 ans et les citoyens de cette contrée devenaient à part entière ou pas. On pouvait être esclave pendant 50 ans ou 200 ans.
mais voilà, il y avait une sorte de flexibilité sur la planète. Et là, les choses vont commencer à se figer et vont s'accélérer avec les découvertes qui sont d'ailleurs financées par tous ces trésors qu'on a amassés en allant, soi-disant, récupérer Jérusalem. Donc, c'est le départ aussi du capitalisme, quelque part. C'est ce que j'allais dire, il y a l'Église, la science qui vient donner une caution scientifique, et puis vraiment, vous faites un lien direct avec le capitalisme. Le développement des armements, de la marine, et puis de l'accumulation du capital, d'abord à travers le sucre. On oublie que le sucre est une denrée rare, est une denrée que tous les peuples européens veulent avoir. Ça va changer même les règles à l'intérieur des sociétés, entre les différentes classes à l'intérieur de ces pays. Et ensuite, mais pour produire ce sucre, il faut des bras. Et on a éliminé les indigènes, les Amérindiens. Donc on va chercher des corps en Afrique. Et on commence surtout en Amérique du Sud, le Brésil en particulier. Et ensuite, ça va remonter jusqu'en Amérique du Nord, où maintenant c'est le coton qui devient la valeur d'échange et qui est plus important que l'or. Et c'est ce même coton qui va permettre le développement de la révolution industrielle à Manchester et ailleurs en Angleterre. Donc la boucle est bouclée. Il y a un autre lien que vous faites dans ce documentaire et que, pour ma part, c'est la première fois que je vois établir un tel lien, c'est un lien entre l'Europe génocidaire nazie, qui en fait n'est qu'un continuum de l'Europe colonisatrice et génocidaire amérindien. En gros, ce que vous dites, c'est que le génocide avait déjà été fait et qu'on en avait une connaissance. Je ne me trompe pas? Absolument, absolument. C'est d'ailleurs, je vous recommande le livre de Carol Kakel, qui est l'un des rares chercheurs à vraiment avoir travaillé là-dessus et qui démontre en particulier comment un personnage comme Hitler, à l'époque de la montée du nazisme, vont enquêter aux États-Unis, vont voir comment fonctionnent les lois ségrégationnistes dans le sud des États-Unis, pour voir comment les appliquer aux Juifs et aux autres citoyens considérés autres. Et comment, dans l'une de ces fameuses soirées avec ces notables, où ils discutaient ouvertement le fait que personne n'est venu attaquer les Américains alors qu'ils avaient massacré donc c'était possible de le faire. Les habitants originaux. Donc, il a carte blanche. On va regarder un autre extrait justement sur le thème du génocide, parce que vous vous appuyez aussi sur le travail de Raphaël Lemkin, qui est celui qui a forgé ce concept de génocide. On regarde cet extrait qui est glaçant. Dans la bibliothèque publique de New York, dans la collection Raphaël Lemkin, rouleau 3, boîte 2, dossier 1, on trouve une liste des génocides perpétrés dans le monde au cours de l'histoire. Oui, c'est impressionnant. Est-ce que du coup, vous conseillez de réviser les manuels scolaires? Parce qu'on s'aperçoit quand même que tout ce que vous développez dans votre fresque documentaire, c'est plus d'ailleurs autant un film qu'un documentaire, finalement, il y a une lacune terrible. Vous faites un travail qui partiellement aurait dû être fait par l'école. Je ne parle pas seulement de l'école française, des écoles. Absolument. D'ailleurs, on voit les débats qu'il y a eu autour des célébrations autour de Napoléon. Nous, en Haïti, on connaît le rôle de Napoléon. On connaît les deux faces du personnage. Pourtant, en France, la majorité de la population française l'ignore. Donc, il y a de vraies lacunes à ce niveau-là. Aux États-Unis, malheureusement, il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits ces dernières décennies. Mais aujourd'hui, on se rend compte que certains États sont en train de voter une loi, par exemple en Floride et je crois en Géorgie, pour empêcher que les enfants, entre guillemets, blancs, soient confrontés à des récits qui puissent les mettre dans une situation inconfortable. Alors, quand on parle, moi, toute ma vie, j'ai été inconfortable. Mais ça n'a gêné personne. Donc, on est plutôt dans une phase de recul.
Je ne sais pas comment ça va se passer en France, mais on voit déjà, même dans le cadre universitaire, comment on lance des polémiques autour du mot rauque et tout ce qui s'ensuit. Au lieu d'avoir une discussion saine dans un milieu universitaire, on est déjà dans la surenchère. Donc, je suis assez pessimiste par rapport à la capacité aujourd'hui d'avoir un vrai dialogue. On va parler de la France, mais je voudrais, sur ce thème-là, qu'on interroge Mehdi une nouvelle fois. D'ailleurs, Mehdi, votre père est marocain. Je voudrais savoir comment s'entremêle chez vous votre enseignement universitaire avec effectivement tout ce qu'on vient de décrire, et puis peut-être le récit personnel de votre père. Comment tout ça peut se mélanger pour créer votre récit de l'histoire ? Bah écoutez, pour en revenir à l'enseignement universitaire que j'ai eu, c'est vrai que je suis quand même assez effaré qu'il ait fallu attendre autant de temps pour que j'ai jusqu'à aujourd'hui un cours un peu plus poussé, en tout cas, de toute cette vision de la colonisation. On a un cours qui s'appelle Enjeux politiques de la mondialisation, dans lequel justement on revient sur les débuts du capitalisme, du commerce triangulaire. Et c'est vrai que je suis assez effaré d'avoir attendu autant de temps pour aborder ces questions. Sur le côté de mon père, lui, il a reçu un enseignement français post-colonial, donc il a reçu les anciens programmes de l'éducation nationale au Maroc. Et il a toujours été dans une sorte de dissonance cognitive entre ce que ses professeurs essayaient de lui enseigner, professeurs marocains, arabes, et qui lui enseignaient avec peu de conviction sur l'histoire grande et belle de la France colonisatrice, qui voulait apporter la civilisation aux pauvres peuples africains et aux pauvres peuples du monde de manière très générale, et la réalité que son père, lui, avait vécue sur le terrain. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour lui de faire la juste part des choses. Et quand j'écoute un peu le récit de mon grand-père, le récit de mon père, et le récit d'autres personnes qui peuvent témoigner de l'histoire de la colonisation, je me retrouve un peu plus avec ce que j'apprends aujourd'hui dans le supérieur qu'avec ce qu'on a pu m'enseigner dans l'éducation nationale. Merci Mehdi, je suppose que ce hiatus, ça vous parle, Raoul Peck, mais c'est l'occasion pour moi aussi de vous interroger sur la France, dont vous parlez finalement assez peu directement dans le documentaire, vous l'intégrez à l'Europe. Vous n'avez pas pu louper cette semaine le documentaire d'Alain Mabanckou, Noir en France, sur France 2, la semaine dernière d'ailleurs plutôt, qui illustre à quel point une couleur de peau peut changer encore aujourd'hui, en 2022, la vie de quelqu'un. Quel regard vous portez sur la France et comment elle regarde ce passé colonial et les gens de couleur ? J'ai écrit l'année dernière, pendant la pandémie, un petit livre qui s'appelle « J'étouffe ». Et dans lequel je me suis senti obligé de parler, d'ailleurs qui a été publié par de mon ressenti en France, puisque je suis venu en France la première fois à l'âge de 12 ans. Donc en gros, j'ai passé plus de 40 ans dans ce pays. J'ai vécu dans des familles françaises, dans des familles pauvres, dans des familles ouvrières, dans des familles riches. Et donc je peux dire que je connais la France profonde. Et pourtant, je reconnais aujourd'hui un déni qui est absolument fracassant et une colère aussi, parce que je vois la répétition régulière de ces explosions, que ce soit les explosions dans les banlieues, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit d'autres mouvements. Et en fait, on résorbe très vite tout ça et on passe à autre chose. Et on attend l'explosion suivante. Et l'émission de France 2, pour moi, c'est un grand échec. Parce que on ne peut pas, en prime time, composer un tel plateau pour un problème aussi sérieux et aussi profond. On ne peut pas être au niveau du ressenti de quelques personnes qui, d'ailleurs, ont beaucoup de courage de parler de leur vie intime. Mais on ne peut pas, par exemple, repasser plusieurs fois un examen, en fait un test qui a été fait pour des enfants en 1941, où on montre une poupée blanche, une poupée noire à des enfants noirs, et le refaire aujourd'hui, et presque à en rire, parce que qu'est-ce qu'on peut dire à des enfants de 8-9 ans qui font un choix? Les enfants sont intelligents. Bien sûr qu'ils vont choisir la poupée blanche. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont aliénés? Non, je pense qu'ils sont malins. Parce que dans le dispositif où on les met, bien évidemment qu'ils choisissent la poupée blanche. On aurait fait le même exercice avec des enfants blancs qui auraient aussi choisi la poupée blanche.
on aurait dit que les enfants blancs étaient des racistes. C'est impossible. On ne peut pas, comme ça, traiter à la légère. Vous avez une approche qui est beaucoup plus structurelle, philosophique, anthropologique, en tout cas un renversement de paradigme qui va bien au-delà de... Oui, et puis il faut s'éduquer, il faut se renseigner. Moi, j'ai fait ma part, j'ai appris mon histoire, j'ai appris l'histoire des autres partout où j'étais, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, en France. J'ai appris l'histoire pour que je ne dise pas n'importe quoi et que je comprenne dans quel monde je vis. Et on ne peut pas, avec les moyens d'aujourd'hui, les connaissances d'aujourd'hui, je pense qu'en France, il y a suffisamment de gens qui ont quelque chose à dire sur ces problèmes-là et qui peuvent aussi aider les gens à se réconcilier, tout simplement, à avoir un langage commun, à essayer de sortir de l'hystérie permanente sur le moindre mot, le moindre problème. Merci Raoul Peck. Justement, on va conclure avec le mot de la fin. Comme on le fait, excusez-moi, j'étais absorbée parce que vous me disiez, on va conclure avec le mot de la fin qui s'impose. Laurent, c'est colonial. Oui, ce mot colonial se détache fortement. Et il y a encore 20 ou 30 ans, c'était un mot dont il n'y avait pas à rougir. La France avait possédé des colonies, disait-on, et elle y avait apporté de la civilisation, des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux. On en était encore à la vision du grand Jules Ferry, ce ministre des années 1880, ce grand ministre, une vision optimiste. Depuis, les choses se sont sacrément nuancées. Le mot s'est lesté, en fait, d'une charge négative. Il évoque surtout un passé de violence, de drame, celle de populations colonisées, exploitées. Et que ce soit par la France, du reste, ou par la Grande-Bretagne, ou par l'Allemagne, ou encore par la Belgique, bref, en Europe. Alors vous me direz peut-être, bon, tout cela c'est de la vieille histoire. Pas tout à fait. On parle bien aujourd'hui de post-colonialisme. C'est donc la preuve que cela continue et que ce mot chargé de mémoire douloureuse n'est pas tout à fait mort. Merci Laurent et merci infiniment Raoul Peck d'être venu sur le plateau de 18-20. Je rappelle donc votre documentaire en 4 épisodes, Exterminer toutes ces brutes. C'est visible dès maintenant sur arte.tv et à partir du 1er février sur Arte. Il y a également un livre publié chez De Noël, un vrai travail de déconstruction historique et un enrichissement pour tous ceux qui connaissent mal et pour effectivement, comme vous le dites, peut-être se rééduquer chacun sur ces sujets. Merci beaucoup d'être passé par le 18-20. On va dans un instant faire un point sur la météo. À tout de suite.